Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels qui revient cette fois sur des terres désolées, abandonnées, dans un univers maléfique, loufoque, schizophrénique. Je ne sais pas comment on peut vraiment décrire tout ça. On est dans l'univers de Nier Replicant qui vient de sortir, ou plutôt de ressortir. Enfin, c'est compliqué, mais on va en parler. Et pour en parler, j'ai avec moi un des experts de Nier de notre équipe, c'est Guillaume. Eh bien écoute, oui expert, alors je sais pas, mais en tout cas c'est une série que j'apprécie tout particulièrement et cette ressortie n'a fait qu'augmenter mon enthousiasme clairement, et ça j'en parlerai dans ma critique. Et là on est en duo et moi je n'y avais jamais joué. Ça faisait longtemps que je voulais découvrir l'univers de Yoko Taro et je me suis dit bah tiens, cette ressortie me semble être le bon moment pour découvrir l'univers de ce monsieur qui a l'air ma foi fort excentrique. Mais clairement tu n'es pas au bout de tes peines mon cher Cédric. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux, suivre notre actualité sur Twitter, partager avec nous vos impressions et vos ressentis sur les différentes critiques et émissions sur notre Discord et réécouter nos émissions et critiques passées, présentes et à venir sur Aosha avec Micro Stockholm et sur notre YouTube. On est parti pour la critique. Minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Alors du coup Guillaume, là on est sur un jeu qui est très attendu par une poignée de gens quand même, qui est une grosse poignée, parce que Nier Replicant, s'il y a encore 10 ans c'était pas grand chose dans l'esprit d'un public plus général de jeux vidéo, avec la sortie de Nier Automata, il y a maintenant en 2017-2018, que le Yoko Taro a commencé à faire parler de lui, un peu comme les Fumito Ueda ou Kojima à leur époque, et le nombre de joueurs n'a cessé de croître de plus en plus autour de cette œuvre. Et donc, qu'est-ce que ce remake / remaster, on va en parler, c'est un peu entre les deux justement, du premier épisode, il peut offrir à ceux qui le découvrent, ou bien à ceux qui l'ont connu à l'époque, parce qu'il était déjà sorti chez nous à l'époque, sous le nom de Nier tout simplement. C'est ça. Alors avant du coup de répondre à cette question, Cédric, j'aimerais qu'on pose un peu les bases, tant en fait l'épopée que représente Nier peut être assez difficile à lire et à comprendre, en tout cas dans sa globalité. Faut savoir que le jeu dont on parle aujourd'hui s'appelle Nier Replicant 1.22 et une dizaine de chiffres derrière. Alors c'est pas un nouveau jeu, c'est une nouvelle version du jeu sorti en 2010 sur PS3 et Xbox 360. La version Replicante que nous, occidentaux, nous n'avons pas eu au profit d'une version qui s'appelle Gestalt, et qui changeait simplement le personnage principal du jeu, soi-disant pour mieux s'adapter au marché européen et américain, enfin vous connaissez les japonais. Ah oui, j'avais compris que la différence c'était que dans Gestalt, on jouait plus le héros, c'était plus sa sœur, c'était sa fille, globalement, et que le héros était plus adulte et plus anguleux. Et on changeait aussi le design du personnage qui en fait était un père, et alors que la version japonaise, donc Replicante, était plus un jeune éphèbe qui voulait protéger sa sœur. Et le problème de ces deux versions, c'est que la version que nous on a eue, donc Gestalt avec l'adulte, elle avait finalement très peu de sens pour les gens qui ont fait le jeu par la suite. Mais ça, je vous expliquerai peut-être un peu après. Toujours est-il que ce remake / remaster / réinvention, enfin bref, vous l'appelez comme vous voulez, dont nous parlons aujourd'hui, est basé sur le Nier japonais, qui a bénéficié d'un petit coup de polish du coup pour l'occasion. Donc la version japonaise PS3 de l'époque, et non pas la version Xbox, voilà, si je résume bien tout. C'est exactement ça, avec des ajouts bien sûr, mais ça on en parlera. Je vais parler un peu du scénario de Nier, qui s'inscrit un peu dans la dimension canonique de l'œuvre titanesque vraiment de Yoko Taro, au même titre que Nier Automata. Vous jouez le personnage de Nier, enfin... Après, vous l'appelez un peu comme vous voulez. D'ailleurs, c'est comme ça que je vais le nommer. Mais Yoko Taro lui-même avait dit dans une interview que, en fait, Nier c'est pas vraiment le nom du personnage principal. Vous l'appelez comme vous voulez. C'est juste que par association, les joueurs l'ont fait de manière un peu machinale, on va dire. Donc, c'est un jeune garçon un peu éphèbe qui cherche à protéger et soigner sa sœur d'une sorte de malédiction dans un monde en perdition et qui a été envahi par les ombres. Les Shadows. Dans son périple, il sera amené à faire la connaissance de divers protagonistes tiers qui pourront le guider dans sa quête, comme par exemple Devola et Popola, qui sont les deux sœurs jumelles emblématiques du village, qui l'ont adopté lui et sa sœur. Au début de l'aventure, Nier fera l'acquisition, ou plutôt il rencontrera son nouveau partenaire qui s'appelle Vice, qui est un livre doté de pouvoirs ancestraux et avec une verve un peu sarcastique bien définie. Plus tard, on va faire également la rencontre de Kaine, qui est une jeune femme au tempérament et au look
on va dire, particulier. On peut le dire. On peut le dire, ouais. Et Émile, plus tard, encore une fois dans l'aventure, qui est un garçon aveugle, ou en tout cas qui ne peut pas retirer le bandeau qui lui cache les yeux, pour des raisons que je ne vais pas expliquer sous peine de spoiler. Enfin bref, il a des pouvoirs magiques qui font qu'il peut pas enlever son bandeau, sinon il se passe des trucs. En gros, c'est ça. Ouais, exactement. C'est un scénario, rien que quand tu essayes de l'expliquer, ça semble assez tiré par les cheveux, ça fait très, justement, scénario de manga ou de jeux vidéo tel que le Japon aime bien le faire, avec beaucoup de trucs tarabiscotés. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, je pense que Yoko Taro, il utilise un peu les codes du JRPG tel qu'on le connaît, pour ensuite un peu essorer le concept jusqu'à en arriver à une œuvre un petit peu plus évoluée. Mais ça, on en reparlera encore peut-être après. On peut révéler ça parce que ça arrive quand même dans les 10 minutes de jeu, mais c'est qu'on est dans un monde futuriste post-apo, mais qui du coup a régressé technologiquement, donc on est dans du rétro-punk en fait. C'est un courant assez rare, même pour le JRPG, de voir ça, parce que ça se passe en 4000 et quelques, je crois, l'intrigue. Mais on a l'impression que ça pourrait se passer dans une espèce de Moyen-Âge, et la seule chose qui nous rappelle qu'on est dans un post-apo, c'est que de temps en temps, on voit des signes de l'ancienne civilisation, comme des rails de chemin de fer, des panneaux de signalisation à un moment, on trouve dans une boutique. C'est ça. Et non, même il y a des robots, il y a des endroits qui sont un petit peu plus technologiquement avancés que le setup dans lequel on est. Et souvent le jeu fait référence à ces anciens humains qui existaient avant. Et on sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y a eu un cataclysme qui a fait que l'humanité a régressé technologiquement, en fait, tout simplement. Alors d'abord, il faut donner les explications un petit peu plus claires autour d'une telle ressortie de jeu, et vous inquiétez pas, on va aborder ensuite les raisons qui font que Nier a un statut culte qui s'est forgé un peu lui-même au fur et à mesure des années. Faut savoir que le jeu n'a, à l'époque en tout cas, pas bénéficié du tout des moyens de ses ambitions. Il y a eu des coupes nettes, non seulement techniques, mais surtout dans son scénario, et je me rends compte que j'ai pas en fait parlé du jeu en lui-même et de son gameplay, et c'est ça qu'on va aborder maintenant. Nier, c'est un jeu action-aventure, matinée d'éléments de RPG. L'exploration dans Nier, elle est assez simple à assimiler, on est loin du monde ouvert. En gros, on évolue dans un monde avec un hub central et plusieurs zones qui se connectent, notamment des villes, des villages, des zones que l'on peut assimiler à des donjons par exemple. Moi ça m'a fait penser clairement, je te coupe, à Twilight Princess. Ouais, c'est un peu ce même mode de fonctionnement. T'as des zones un peu connectées, t'as des mini-couloirs pour relier les zones un peu ouvertes, avec des donjons cachés un peu dedans, et ça fait en un peu gang. C'est ça fait un peu JRPG avant les années 2010, tu vois. C'est un peu ça, comment ça fonctionne. Visuellement, c'est l'un des points sur lequel j'ai trouvé que l'effort a été un petit peu moindre, parce que globalement, les environnements baignent un peu dans le jus de l'époque. On sent que on est au début de la décennie dernière, et surtout dans les niveaux à l'intérieur qui sont vraiment pas plus détaillé qu'à l'époque, alors qu'il y a eu un petit peu plus de soins sur les environnements extérieurs. En revanche, les personnages principaux, ils ont tous bénéficié d'un vrai glow-up, comme on dit maintenant. En gros, si vous allez chercher sur YouTube les comparaisons entre les personnages de ce Nier Replicant 1.22 et le Nier de l'époque, vous allez tout de suite voir la différence. Vous allez bien vous amuser. C'est vraiment très joli. Les modèles des personnages sont très lisses, et il y a des effets de lumière sur la peau. Il y a des effets de particules qui sont un petit peu plus évolués, les cheveux sont très bien retranscrits, enfin, il y a vraiment eu un effort assez intéressant de ce côté-là, quoi. De toute façon, je pense que c'est comme ça que le jeu se démarque, ça veut dire qu'effectivement tu vois qu'il est daté, tu vois qu'ils ont essayé de le retravailler un peu, mais que le jeu date d'une certaine époque. Moi j'aurais même dit, on aurait pu dire que c'était un jeu PS2 par moment, je trouve. Mais c'est ça en fait, c'est que... Dans sa dynamique. Ouais. Mais je trouve que, comme tu l'as bien dit, qui lui sauve la mise, c'est son esthétique en fait, c'est la manière dont les équipes de Taro Yoko ont fait pour que cet univers un peu crépusculaire nous semble assez intéressant et réaliste, pour qu'on n'ait pas toujours le fait de se dire waouh c'est moche, waouh c'est pas bien, waouh c'est daté. Bah en fait, à aucun moment tu te dis, tu te poses ce genre de questions, parce que ça donne un tout cohérent en fait, visuellement parlant. Ouais. Et même si effectivement il y a des textures qui sont datées, il y a des éléments de décor qui sont un petit peu vides, enfin voilà, c'est jamais vraiment une question que tu te poses. Et alors que pourtant, moi je suis très axé sur la technique, et c'est jamais un truc que je me suis posé sur ce jeu, clairement. Bah ça, ouais, on va en reparler après je pense aussi, mais le level design, surtout dans les villes, je le trouve assez bien foutu. C'est-à-dire que tu te dis wow, c'est dantesque quoi. Il y a quelque chose d'assez fou, qui est pas en soi, qui est pas incroyable, mais qui est tellement particulier et unique que je me suis pris à me perdre dans les villes, à essayer de comprendre comment marchait des fois l'architecture de la ville en question.
et les villes ont une architecture qui est liée à leur lore en plus, donc ça marche. C'est vraiment, ça prend super bien. Donc c'est vrai que si on est un peu pointilleux sur les graphismes, tels que beaucoup de gens le sont actuellement depuis quelques années, je pense qu'il faut s'abandonner, quoi. Faut vraiment, moi qui connais pas du tout les univers de Taro Yoko, je me suis laissé aller à ce que l'histoire allait me raconter, et elle me le raconte par le visuel aussi. Ouais, il y a un peu de narration environnementale, et c'est un peu ce qu'a essayé de faire, ou en tout cas essayé d'implémenter dans la tête des joueurs des jeux comme Dark Souls par exemple. Qui joue beaucoup sur ce type d'esthétique, ouais, clairement. Et il y a un truc que je trouve intéressant encore plus esthétiquement, c'est que certaines zones, elles sont bien identifiées par la teinte et l'ambiance qui s'en dégage, et notamment la musique, mais ça on en reparlera aussi après, je pense. Donc Nier, il se permet clairement de faire aussi certains gimmicks à beaucoup de jeux vidéo. On sent que Yoko Taro, c'est un gros joueur et qu'il connaît bien le monde du jeu vidéo. Par exemple, il y a des références à Zelda, il y a des références à Metal Gear Solid, à Resident Evil, notamment pour Resident Evil, c'est super. Hein. Il est évident, clairement. Mais plus tard, après, tu verras, il y a du Castlevania, il y a même du Silent Hill, notamment pour une zone qui a été rajoutée dans cette version. Enfin, ça, c'est vraiment un truc que j'ai pu remarquer, et si ça se trouve, il y a d'autres références qui sont cachées, que j'ai pas encore trouvées, mais ça, c'est... On en parlera peut-être un peu après dans les couches de gameplay, mais je pense qu'il y a certaines couches de gameplay aussi, parce que là on parle de références visuelles, voire des fois, dans le cas de Resident Evil, c'est intéressant que tu l'aies mentionné, ou de Metal Gear, parce que Zelda par exemple c'est une référence visuelle plus qu'autre chose, oui, même si l'univers, comme je l'ai dit, fait un peu penser à Twilight Princess, mais Metal Gear et surtout Resident Evil, ça commence à toucher à de la narration environnementale, parce que c'est lié à comment sont placées les caméras et comment tu vas devoir jouer. Donc on commence à toucher à ça. Et t'as une troisième couche, pour moi, j'ai les références purement gameplay. Je sais que tu vas y venir, mais il y a du shmup, il y a de l'aventure textuelle. Dans une zone, il y a toute une zone de jeu qui n'est fait que en blabla. Donc t'as raison, enfin il y a des... Enfin c'est vraiment fou. En parlant avec toi, je me rends compte vraiment des imbrications de couches de gameplay et de narration par ces références en fait. Ouais, on a l'impression que Yoko Taro, alors il l'a fait beaucoup moins dans Nier Automata, même s'il y a quand même certaines références. On a l'impression qu'avec ce Nier, en fait, il s'est dit, il a écrit son jeu comme ça venait, tu vois. Genre, à un moment, il jouait à un jeu, il s'en rappelait visiblement, il s'est dit, ça serait cool d'intégrer ce genre d'éléments dans mon jeu, et tout ça, machin, ce qui fait que ça dynamise un peu le gameplay. Alors, c'est pas des phases qui vont durer très longtemps, certes, mais quand t'es un joueur de jeux vidéo, quand tu aimes le jeu vidéo, tu sens que ça respire cette passion. Ouais. Et bon, c'est un peu bateau comme formulation, mais c'est très très intéressant, je trouve. Non, ouais, moi vraiment, ça m'a pris, parce qu'en plus, des fois, tu ne le remarques pas tout de suite. C'est-à-dire que Resident Evil, tu le vois assez vite. Metal Gear, j'ai mis un peu plus de temps à me dire, ah putain, mais c'est une référence à Metal Gear, ça. Ouais, et c'est intéressant, parce que même Resident Evil, tu te dis, c'est une référence. On a l'impression que c'est quand même pompé ou repris de Resident Evil, et à un moment, t'as des angles de caméra qui reprennent clairement. Il y a des turnovers de couloirs un peu surprenants. Enfin, je me suis dit vraiment, ok, d'accord, l'hommage est là, quoi. C'est donc, clair. Vraiment, t'as raison. Si on aime un peu le jeu vidéo, et surtout le jeu vidéo japonais, c'est du bonbon à l'état pur, ça. On est servi, clairement. Alors pourquoi Nier n'est pas un RPG tout court ? Parce qu'on parle beaucoup de l'aspect RPG de Nier, mais moi c'est pas vraiment un aspect sur lequel je pourrais identifier le jeu. Parce que l'essentiel de son gameplay, il tourne autour du combat et de l'exploration. Par exemple, la partie RPG, elle est surtout articulée autour du système de quête, qu'elle soit principale ou secondaire, ça vous les avez toujours, c'est toujours un gimmick qui fait partie du jeu, et de la montée en niveau. Mais au final, ouais, je trouvais que cet aspect RPG de base, en fait, il avait que très peu d'impact dans le game design, parce que, par exemple, pour les quêtes secondaires, on fait beaucoup de FedEx. C'est vraiment que de la quête. Va chercher telle chose, va éliminer tel ennemi. Il n'y a pas vraiment d'implication plus que dans le joueur. Enfin, le joueur va pas plus s'impliquer que ça dans ces quêtes secondaires, même si des fois il y en a une qui sort du lot parce qu'il y a des dialogues qui vont se mettre en route, qui sont un peu plus intéressants. Mais malheureusement, ça va pas changer ton expérience de jeu, et aussi elles n'ont pas été modifiées par rapport au jeu de base, ce qui fait que en fait on se retrouve avec les mêmes tares plus ou moins de game design de l'époque, quoi. Et du coup, où est-ce qu'on va retrouver un peu plus cet aspect RPG ? C'est surtout dans les armes du jeu que l'on va pouvoir amasser dans le jeu, qui sont il y en a à peu près une trentaine, je pense, qui seront d'ailleurs essentielles pour le reste du jeu. Mais là où ça va être intéressant, c'est que en fait, dans le combat, ces armes, elles vont pouvoir modifier la palette de mouvement du personnage, et donc varier son moveset dans les phases de baston, mais aussi pour l'intrigue. Et donc ça, j'en reviendrai justement après. Le combat, c'est peut-être d'ailleurs l'élément qui a bénéficié du plus grand lifting, qui reprend peu ou prou en fait les chorégraphies qu'il y avait dans Automata,
Automata, qui avait donc du savoir-faire de Platinum Games. Même si Platinum Games n'a pas participé à ce Nier Replicant, on sent que les équipes de Taro, ils ont pris en fait ce game design et ce gameplay des combats pour l'inclure dans le jeu. Faut savoir que le jeu de base, il était pas du tout aussi bien chorégraphié, hein, vraiment. Ah ouais, ça se sentait en vrai, je trouve, moi qui connais vraiment, encore une fois, pas du tout le jeu original, ni même Automata, je me suis dit, tu vois que des fois c'est un peu rêche le gameplay, je pense des fois quand tu rentres dans les bâtiments, quand tu peux pas trop courir, tu vois que c'est un peu... Ou même les phases de plateforme. Hein. Ouais, même certaines phases de plateforme sont un peu poussives, tu sens que ton personnage il est un peu droit sur ses bottes, tu vois, il y a moins de souplesse dans les mouvements et dans les sauts, mais les combats, ils étaient d'une fluidité, d'une rapidité, d'une nervosité, je me suis dit, waouh, c'est bizarre quand même que ça soit beaucoup plus moderne que le reste, et je me suis dit, à mon avis, ça doit être un truc qui vient d'Automata, parce que je voyais bien le personnage de Tubi, il me semble, l'androïde féminin qu'on contrôle, avoir ce genre de moveset en fait. C'est ça. Bah, c'est un peu ça, donc ton personnage il est virevoltant, il a l'impact des coups, il est vraiment beaucoup plus important. À l'époque, tu tapais avec ton épée, c'est comme si tu tapais dans du beurre, hein. Il y avait des gerbes de sang partout, mais tu t'avais aucun feeling, alors que là tu sens que le Platinum Games ils ont fait le taf ils ont déjà fait le taf sur Automata pour que là il y ait vraiment beaucoup plus d'impact et de sens dans les combats. En tout cas c'est vraiment une mécanique que j'ai beaucoup appréciée, ouais, clairement. Une autre mécanique du jeu qui a son importance, dans Nier, au fur et à mesure des combats, vous allez accumuler des mots. En gros, c'est des sortes de récompenses que l'on peut équiper pour augmenter ses statistiques, notamment sur son équipement. En vrai, au début, ça n'a que très peu d'influence sur le gameplay parce que les pourcentages d'augmentation sont assez minimes. Mais par contre, au fur et à mesure du jeu, on va pouvoir faire des bonnes combinaisons de mots sur son équipement ou sur sa magie. Et là, ça va avoir de l'importance. Et du coup, à la fin, ça aura vraiment un intérêt pour avoir en plus de l'arme qui sera beaucoup plus puissante, avoir plus d'impact dans ses coups, quoi, clairement. Mais en plus de ça, si ça a l'air confusant, parce que ça peut l'être, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de mots et c'est très cryptique par moment, il faut aller dans des sous-menus pour savoir exactement ce que ça fait et tout. Ouais. Vous inquiétez pas, il y a une option choisir les meilleurs mots pour vous. Donc en fait, si vous n'avez pas envie de vous emmerder avec cette partie-là du gameplay, clairement le jeu a pensé que ça pouvait être négligeable, parce que c'est un peu de la gestion, on va dire, ça se rapproche des jeux de gestion. Et donc il vous propose tout de suite la meilleure combinaison, ce qui est un plus non négligeable, surtout quand on récupère plein de nouveaux mots, qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a envie de continuer l'aventure, on se dit oh là là vite vas-y, mets-moi les meilleurs mots et ça ira bien comme ça. C'est ça. Après je sais plus si c'était une mécanique qui était déjà présente dans le jeu de base, mais bon, en tout cas c'est bienvenu. Si c'est là, c'est bienvenu. En tout cas là dans tous les cas c'est bienvenu, parce qu'effectivement on pourra en reparler, mais je trouve que le jeu est malin de temps en temps de te dire ok tu peux passer cette étape si tu veux. Si tu ne veux pas, bah, tu auras des petites surprises. Je pense à des fois des dialogues. Il y a une quête, par exemple, avec un couple qui se dispute. On peut tout de suite arrêter le débat et dire on se barre, ou on peut écouter et avoir un tout petit peu plus de dialogue. Bon, ça ne donne rien en soi, mais quand on veut s'impliquer en tant que joueur, c'est intéressant, quoi. Et de donner le choix aux joueurs de ne pas être prisonnier de ça. C'est ça, et du coup, cette quête-là, elle est assez particulière parce que justement, même si elle a l'air de rien, en fait, elle dénote un petit peu de tout le discours du jeu, mais ça j'en parlerai encore une fois après dans ma critique. Alors saviez-vous que Yoko Taro était un grand fan de shoot'em up, de Danmaku, enfin les shoots à scrolling vertical, les shoots japonais, avec les rideaux de projectiles. C'était un très grand fan de Danmaku, et il a toujours voulu faire un shoot avant de faire Nier en fait. Et bah là du coup c'est une des facettes des combats dans Nier, en tout cas des joutes de Nier, parce que les boss en fait à certains moments ils vont vous balancer des dizaines voire des centaines de boules de couleurs, les ennemis également aussi, que tu dois éviter ou cancel avec un coup ou un tir. C'est exactement des mécaniques de gameplay que tu retrouves dans les shoots, et du coup toi aussi tu peux envoyer des projectiles avec Vice, qui est donc le livre qui vous accompagne. Il peut lancer des projectiles, et même certains projectiles ou sorts plus puissants qui pompent la barre de mana. Je trouve que cette alchimie entre le combat 3D et le shoot implémenté directement, elle fonctionne vraiment parfaitement. Ça pourrait être totalement le casse-gueule, mais ça fonctionnait déjà dans Automata, et dans Nier ça fonctionne tout aussi bien. Et je trouve que justement cette association, c'est ce qui fait que le jeu, en tout cas dans son gameplay et dans son approche des combats, ça tire vraiment toute sa saveur. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça vraiment très cool. Si, moi j'ai beaucoup aimé en vrai cette partie-là. J'ai beaucoup aimé le fait que t'aies des approches différentes, c'est-à-dire que des fois il y a un peu trop d'adversaires à l'écran, tu peux un peu t'éloigner et te servir de la magie pour faire le shoot. Et la bonne idée, c'est que tu parlais de cette barre de mana, et en vrai, elle met du temps à se recharger. Et des fois, ça peut être relou quand il y a des attaques puissantes à faire. Et là aussi, je trouve que c'est brillant.
il y a une des attaques de base qui est les petites boulettes, j'appelle ça. Attaque petite boulette, c'est je crois explosion d'ombre de mémoire. C'est explosion, ouais. Et l'explosion en fait fait que comme tu dis, on va tirer des petites boules en mode shmup, et celle-là, elle est infinie. C'est-à-dire que ça va vider votre barre de mana, mais en fait ça demande tellement peu de mana qu'à la fin, le temps de recharge est plus grand et plus rapide que le temps d'utilisation. Donc en fait, vous pouvez tirer des petites boulettes à l'infini. Alors elles font pas beaucoup de dégâts, mais quand il y a beaucoup d'ennemis qu'il faut un peu essayer de dégager l'air de terrain, et qu'on a plus de magie, qu'on a trop utilisé les trucs et tout ça, enfin, en vrai, il y a une nouvelle couche dans les combats qui se rajoute pour le gameplay, qui permet vraiment, je trouve, le moment de se mettre un peu en distance, de mieux comprendre l'action, mais de continuer à faire des dégâts. Et en vrai, ça c'est effectivement une philosophie de shmup, t'as complètement raison. Et ça s'implémente bien dans l'idée de Nier en tout cas, parce que son game design et surtout les combats le veulent bien, quoi. C'est ça. Maintenant qu'on a parlé un peu de ce qui constitue le gameplay et le game design global du jeu, je vais un peu parler, sans trop spoiler bien sûr, de ce qui constitue toute l'aura de Nier et pourquoi ce jeu a une âme et pourquoi l'œuvre de Yoko Taro est si particulière. Dans un premier temps, sachez que tout l'univers créé par le game designer japonais fait partie d'un tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de références qui sont faites par exemple à ces anciens jeux qui sont les Drakengard, Drakengard 1, Drakengard 3, et qui sont un peu explicités en filigrane, ou en tout cas que ce soit dans le texte ou dans les éléments du jeu. Je trouve que ça donne une cohérence assez admirable dans l'univers qui a été créé. Et un autre de toute façon, on peut le révéler, ça je pense, parce que c'est quand même assez connu, que Nier est basé sur l'une des fins de Drakengard. C'est ça, c'est une fin alternative de Drakengard 3 d'ailleurs. Et en fait, ça ce que j'ai pas su en revanche, tu peux peut-être m'aider, c'est en fait il avait déjà l'idée de Nier, et donc dès qu'il a fait cette fin de Drakengard, c'était pour créer Nier, ou c'est à partir de cette fin de Drakengard, il a eu l'idée de Nier? Non, c'est à partir de la fin de Drakengard que Nier est né en fait de cette idée, parce qu'à la base c'était vraiment, enfin Drakengard c'est vraiment un jeu, c'est Chevalier Dragon, tu vois, c'est vraiment comme ça que ça a été pensé, et du coup pour justifier l'existence de cet univers avec des facettes partout et assez tentaculaires, est venue l'idée de Nier, qui est, je trouve, après, il y a des gens qui adorent Drakengard, mais Drakengard c'est vraiment très particulier, et surtout c'est un gameplay vraiment très daté, là où Nier est justement beaucoup plus une sacrée évolution. C'est un peu ce que Persona est à Shin Megami Tensei, tu vois. J'allais exactement te dire que j'ai ressenti la même chose dans l'aura des licences, quoi. Tu vois que Drakengard c'est vraiment pour une élite un peu de puristes maintenant. Là où Nier, grâce à Automata, donc Persona 5 pour Persona, c'est des licences qui ont été popularisées, qui maintenant sont plus populaires que la série mère, quoi. Complètement. Nier c'est exactement ça également. Un autre aspect qui pour moi est très représentatif de Nier, c'est forcément l'écriture des personnages, que ce soit le personnage de Kaine, le personnage de Emile, ou même certains personnages secondaires qui vivent des drames vraiment atroces. Enfin, je vais pas spoiler un peu les intrigues, mais il y a des choses assez poignantes, et du coup la mise en scène elle accroît cette mélancolie qui est mêlée aussi à des doublages japonais, mais surtout anglais, d'une qualité assez extraordinaire. Moi je vous conseille vraiment de jouer en anglais. Pourquoi ? Parce que le personnage de Kaine il est assez particulier, c'est un personnage qui est dans son design mais aussi dans sa façon d'être, il est très rentre dedans, tu vois. Kaine c'est une fille qui a l'insulte très facile, et elle est tout le temps vénère, et elle va balancer des insultes en permanence. Le problème c'est que, comme vous le savez, le japonais n'est pas forcément une langue qui est très fleurie en termes d'insultes, là où l'anglais est beaucoup plus punchy. Et en japonais ils ont fait un truc assez marrant, c'est qu'ils ont coupé toutes les parties où elle est bipée, elle est bipée au niveau des insultes, alors qu'en anglais pas du tout. Et par contre alors je me souviens plus de son prénom, désolé, mais la doubleuse anglaise de Kaine, elle est extraordinaire. Je vous conseille vraiment de jouer en anglais au jeu. C'est pas évitez de vouloir trop vous lancer dans la weebance trop facile. Vraiment, jouer en anglais, ça change vraiment votre vision du jeu. C'est un conseil, quoi. Bon, moi j'ai fait mon weeb, j'ai joué en japonais, et je dis quand même que la version japonaise est quand même très 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 bien. Donc elle manque peut-être un peu d'emphase par moment, je l'accorde, mais ça me dérange pas trop, ça va. Ils font quand même un travail admirable tous. Elle est très bien, mais je trouve que la voix de Nier, donc du personnage principal, en tout cas dans sa version enfant, elle est... Voilà quoi, c'est des douces. Moi j'aime bien, mais je me doutais que ça serait une voix insupportable pour plein de gens, parce qu'il a l'air de chouiner un peu tout le temps. Les voix de gamins japonais chouinards, tu t'en entends trop dans les animés, et moi ça me saoule un peu, bref. Très bien. Alors après, parfois dans les voix anglaises, c'est un peu t'as un peu de cringe forcément, parce que les doubleurs anglais ont souvent tendance à en rajouter un petit peu trop, mais justement
parce que le propos est vraiment très mélodramatique, ça ajoute un truc vraiment très intéressant. Vraiment, jouer en anglais, c'est un conseil absolu pour jouer à Nier, quoi. Je trouve que là où Nier révèle un peu toute sa saveur aussi, c'est dans son traitement de la fin de l'œuvre. Yoko Taro, il considère que finir un jeu n'est pas une fin en soi, c'est un peu comme jouer un shoot'em up. Je sais pas si vous avez déjà joué par exemple à un Mushi Hime-sama ou je sais pas, n'importe quel shoot'em up très connu. Et ben Nier c'est un peu pareil, la fin de Nier n'est pas une fin en soi. Vous ne ressortirez que frustré après votre premier run, et c'est voulu. C'est le sentiment qu'essaie de faire naître en vous Yoko Taro. Alors rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin de refaire entièrement le jeu à chaque fois, parce qu'il y aura des ellipses qui vont être faits assez facilement, mais au bout d'un moment, quelque chose va changer. Vous allez vous retrouver confronté à différents points de vue, vous faisant notamment réfléchir sur le bien fondé de vos actions. C'est le malaise qu'essaie de faire rentrer en vous Yoko Taro, et c'est absolument pas justement une œuvre qui se base sur un triptyque manichéen. Le génie de Nier, c'est que c'est une œuvre qui ne tombe jamais justement dans ce manichéisme et qui brise à certains moments, et à des moments bien précis, le 4e mur pour étayer son propos et vous faire tomber. En tout cas, moi je pense que n'importe quel joueur qui tombe sur cette idée et qui est un petit peu sensible aux propos du jeu, tu peux limite un peu tomber dans le désespoir. Vraiment, il y a des moments qui sont assez bouleversants, parce que la musique, parce que le propos du jeu, parce que la situation, parce que les réactions des personnages, c'est rarement j'ai eu ce sentiment dans un jeu, et c'est quelque chose que Nier Automata faisait assez facilement, mais je sais pas pourquoi j'étais un petit peu plus détaché de cet univers de Nier Automata, parce que le délire des androïdes, pour moi, en fait, je considérais intrinsèquement que, parce que c'était des androïdes, il y avait ce côté... En fait, Nier Automata jouait avec justement les sentiments humains et les sentiments artificiels, tu vois. Et Nier Replicant, parce que c'est des réactions très humaines, a beaucoup plus ce côté où tu vas jouer l'emphase et tu vas beaucoup plus t'attacher en fait à la psyché des personnages. Et donc c'est vraiment le propos de Nier que je peux pas trop spoiler par rapport à ce qui se passe, mais il y a des moments vraiment où vous allez vous mettre à chialer tout simplement. Vraiment c'est une des phases du jeu, quoi. Je rajouterais quand même un truc, tu dis c'est jamais manichéen, je dirais quand même que si le premier run l'est du coup par nature, puisqu'on joue un gamin lumineux qui se bat contre des ombres et qui veut sauver sa sœur d'un mal, et il y a des méchants et lui il est gentil et tout, donc la par nature, parce que comme tu le dis, les différentes fins, les différents runs vont permettre de réfléchir à tes actes, tes actions et donc ta moralité. On est plus proche, on parlait récemment encore, nous, dans notre équipe de l'attaque des titans, mais on se rajouterait de ça, c'est-à-dire qu'on suit un héros chevaleresque, et peut-être qu'en avançant, on va se rendre compte qu'il y a des petites couilles dans les rouages. C'est ça, il te fait réfléchir sur vraiment le bien fondé de tes actions. Et en fait, il déconstruit complètement le mythe du héros, en fait, avec justement ses fins. Et le but, c'est que tu sois frustré à la fin de ta première run, parce que, en gros, c'est une run, on va dire, classique, mais la fin est faite de telle manière à ce que, non, mais j'ai pas vu la vraie fin, en fait. C'est pas possible. Ça ne peut pas être ça. À la différence de Fumito Ueda, qui lui te questionnait dès le début sur la moralité du héros dans Shadow of the Colossus, ou dès les premiers Colosses, dès le tout premier, qui t'attaque pas vraiment si tu ne fais rien, tu te dis mais pourquoi je vais tuer ces grosses bestioles qui font que déambuler dans le vide, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, on en arrive à l'élément qui fait toute la différence avec ce Nier 1.22, c'est que dans le jeu original, sans doute par manque de budget, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, et c'est visiblement comme ça que Yoko Taro l'a plus ou moins présenté, il n'y avait que 4 fins. La dernière fin avait vraiment beaucoup frustré les joueurs, et moi le premier, parce qu'elle répondait pas à toutes les interrogations, et surtout, elle s'arrêtait net. On avait l'impression que c'était une fin un petit peu artificielle, en mode genre, c'est là parce que ça doit exister, tu vois. Parce qu'il doit y avoir ce genre de fin. Mais elle répondait pas à toutes les interrogations, et du coup elle ne pouvait pas être satisfaisante. Et du coup cette nouvelle version 1.22, elle inclut la véritable fin de Nier, qui est la fin E, et cette fin, elle donne tout un sens, elle donne tout le sens à tout ce que vous avez pu faire dans le jeu. Vraiment, faites vos violences, terminez toutes les quêtes, ramassez toutes les armes, faites le maximum que vous pouvez pour débloquer cette fin. Vous verrez, il y a des tutos sur internet qui vous permettent de dire comment débloquer cette fin. Vraiment, faites cette fin-là. En plus, visuellement, elle est magnifique. Il y a des choses mais incroyables qui se passent avec des références à Nier Automata. Enfin bref, je vais pas spoiler, mais faites cette fin. Vraiment, vous ne le regretterez pas. Vraiment.
D'accord. Bah, de toute façon, ça sent que le jeu est fait pour être fait de cette manière-là, mine de rien, parce que dans les trophées du jeu, si on check un peu, il y a un des trophées qui est finir le jeu en moins de 50 heures ou 60 heures, ce qui semble bizarre parce que le run original prend moins de 20 heures à faire. Donc on se dit, ok, d'accord, je peux le finir en moins de 50 heures, mais en fait, du coup, ça a une autre saveur quand tu sais que tu as plusieurs fois le jeu à refaire avec des variations. Hein. Comme tu dis, on va pas se retaper littéralement 5 fois le même jeu dans le même jus, quoi. Mais ça, effectivement, t'as raison de le laisser à la discrétion des futurs joueurs. C'est ça. Et du coup, l'interprétation, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu peux en avoir une interprétation différente de quelqu'un qui a joué au même jeu que toi. C'est le principe de briser ce 4e mur et comment tu l'as ressenti. Kojima l'a fait avant, c'est pas nouveau, mais là, vu que la dramaturgie est vraiment présente au cœur de l'expérience et du scénario, vraiment, tu peux avoir une interprétation assez qui t'est propre en fait de l'œuvre. Alors j'ai peut-être un regret par rapport au Nier original, c'est qu'à certains moments de l'histoire, et notamment dans les fins alternatives, il y a des phases de texte qui sont souvent très très longues. Alors c'est très intéressant si tu veux justement t'intéresser au lore, mais c'est des intrigues qui sont liées à des personnages principaux et qui donnent plus de contexte pour mieux comprendre leur motivation et ce qui les pousse à agir de telle ou telle façon. Alors ces phases-là, elles étaient là aussi je pense, et même... apparemment Yoko Taro en aurait parlé aussi, c'était pour compenser le manque de budget de l'époque. Sauf que j'aurais aimé quand même que ces phases-là, avec le budget de maintenant et le succès de Automata et le budget que Square Enix a implémenté dans la licence Nier, j'aurais aimé que ce soit narré peut-être par des cinématiques ou en tout cas avec des choses plus visuelles, plus sonores peut-être, mais il faut croire que bon, ça fait aussi partie de l'expérience et du charme du jeu d'origine, quoi. Peut-être que le budget a plus été mis justement sur la refonte des combats dont on parlait plus tôt et dans on va dire l'aplanissement un peu des textures pour que ça soit plus joli quand même, tu vois. Peut-être que c'est là est passée une partie de ce budget. Ouais, c'est clair, ouais. Un autre point qui est peut-être le plus important, en tout cas aux yeux de certains joueurs, et surtout aux joueurs qui n'ont jamais touché à Nier, c'est arrivé aussi, c'est les musiques. L'œuvre de Keiichi Okabe, qui est le compositeur du jeu, elle est vraiment indissociable de ce qu'est Nier et de l'œuvre entière en fait. Chaque morceau, chaque thème, chaque élément sonore a un sens, une signification, que ce soit pour un personnage, une situation, un drame, etc. On peut passer d'une envolée lyrique très impressionnante à une sonate douce et évocatrice, en passant par un thème épique, au cœur très puissant qui donne presque un ton divin. Bref, vraiment, s'il ne vous est jamais arrivé de pleurer à chaudes larmes, et j'insiste sur ce truc, pendant un combat contre un boss, bah sachez que Nier le fait, et c'est grâce à sa musique, parce que c'est couplé à des moments dramatiques et à la situation qui est liée, et vraiment c'est ce genre d'émotion palpable que Nier est capable de te transmettre, quoi. Moi, donc, je disais en début que j'avais un tout petit reproche. En fait, c'est pas lié à la musique, c'est plus lié au système du jeu qui a implémenté la musique, et je vais m'expliquer. Beaucoup des musiques du jeu sont des chansons. Ou en tout cas, elles ont une variation chanson. Je pense par exemple à la partie un peu aventureuse, quand t'as un peu clear une zone, tu peux te balader dans la zone et t'as une musique chantée par une voix de femme. Et il y a des dialogues des fois qui s'enclenchent, qui sont donc les dialogues faits par entre Weiss, le grimoire, et Nier. La balance du son de la musique chanson et des voix est au même niveau, ce qui fait une grosse cacophonie, donc tu peux aller régler ça toi-même dans les réglages du jeu, mais je trouve ça juste dommage parce que je trouve que ça vient un tout petit peu nuire à l'expérience, parce qu'on aurait mis la musique un peu moins forte pour entendre les dialogues à ce moment-là. C'est des micro-détails, hein, mais la musique est tellement prenante, elle est tellement à part, effectivement, elle démarque tout de suite de beaucoup d'autres productions musicales que tu entends dans le jeu, enfin dans les jeux vidéo en général, que j'étais un peu, ça m'embêtait, et du coup ça crée une émotion un peu de frustration chez moi, parce que ça me donnait mal à la tête, quoi. Donc en soi, c'est pas la musique que je mets en porte-à-faux. C'était un piège pour que les gens restent jusqu'au bout. C'est plus, je trouve, la manière dont la balance sonore a été faite par moment dans le jeu, quoi. Le mixage est pas toujours fou en fonction des zones, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Bah ça, c'est le problème du jeu vidéo moderne de manière générale, c'est que j'ai l'impression que les techniciens au niveau du son, ils arrivent jamais vraiment à trouver la balance, et je trouve que Nier, justement, par sa musique, il aurait pu faire peut-être un petit peu plus d'efforts là-dessus. C'est ça, quoi. Quand tu vois l'effort fait pour faire ces musiques-là, de les créer, de les composer, de les enregistrer, faut les traiter avec respect, je pense. Tu vois. Et là, des fois, je me dis,
Mais peut-être je pinaille après, tu vois, peut-être vraiment c'est moi qui pinaille, mais pour quelqu'un qui découvrait là aussi les musiques, parce que je savais qu'il y avait beaucoup de fans de la musique, un peu comme les fans des musiques de Final Fantasy, qu'il y a des concerts, des trucs comme ça, mais je pensais pas que c'était à ce point-là, donc j'étais super content de les découvrir et un peu frustré par maman de me les faire gâcher. Ouais, je comprends. Le truc c'est que vraiment il y a un autre truc qui est intéressant qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il y a certaines phases de boss où tu vas avoir des dialogues directement qui vont être directement dans le jeu. Il faut les lire parce que ça va te faire comprendre des éléments de lore et justement au fur et à mesure des fins, parce que tu vas refaire des boss, forcément en refaisant le jeu, t'as des nouveaux dialogues qui vont se débloquer et c'est directement dans les phases de boss et il faut les lire pour comprendre encore plus certains éléments et certains psychés de personnages qui seront pas forcément dites plus tard dans les parties un petit peu plus scénarisées, on va dire. Bon, du coup, on l'a compris, on est sur, je pense, un gros jeu, un grand jeu, en tout cas pour toi, pour moi aussi. Quelle est ta conclusion vis-à-vis de cette épopée qu'on vient d'avoir, toi et moi, là, à retracer tout ce qui fait le sel et le charme de Nier ? Cette nouvelle monture de Nier Replicant, elle essaie ni de réinventer le jeu d'origine, ni de la travestir d'une quelconque artifice qui n'aurait pas besoin. Au contraire, je trouve que le travail effectué sur ce remake, remaster, enfin, encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez, ça sublime vraiment tout ce qu'il fait de bien, sans en faire des turbo-caisses. Hein. Vraiment, si vous n'avez jamais touché au premier Nier, sachez que vous êtes en face de l'une des œuvres majeures du JV de cette dernière décennie. Et cette version 1.22 est clairement le meilleur moyen de s'en rendre compte. Il a peut-être pas l'inclinquance d'un AAA boosté aux hormones de pétrodollars ou même la subtilité dont il aurait bien besoin parfois, mais c'est pas ce qu'on lui demande et il arrive à distiller des bonnes punchs au bon moment. Et je trouve qu'à l'époque, on disait qu'on reparlerait de Nier pendant encore des années, et justement cette nouvelle version, elle ne fait que confirmer plus ou moins cet adage. Moi je vous conseille de jouer à Nier, c'est vraiment un très très grand jeu, et cette version 1.22 est vraiment parfaite pour en profiter, quoi. Et bien moi qui n'ai même pas encore arrivé au début des nouveaux runs pour aller justement encore plus loin, je le dis pour ce que j'ai joué environ 17 heures au jeu, jouer à Nier, effectivement. C'est même juste sur son premier run, c'est un très très bon jeu. Quelques petites répétitions, mais il est tellement inventif, il est tellement fluide, il est tellement... je sais pas, il a une aura, en fait, déjà à part. Et effectivement, on n'a pas l'impression, en le voyant ou en y jouant, on peut même se dire des fois, oh là là, c'est rébarbatif, faut courir partout, faut revenir, c'est des quêtes à la con, faut aller chercher les poules du village, qu'est-ce que c'est bêtises, je suis pas dans Zelda. Et pourtant, on a envie d'y revenir, on a envie d'aller plus loin, on a envie de découvrir ce que le jeu veut nous cacher, parce qu'on sent que le jeu nous cache des choses dès le début. On n'a pas parlé de sa scène d'intro, mais la scène d'intro, pour moi, elle est traumatisante à souhait. Clairement. Donc du coup, je ne l'ai pas oublié, cette scène d'intro. J'ai hâte de voir ce qui va m'être révélé vis-à-vis de cette introduction. En tout cas, effectivement, jouer à Nier. C'est ça qui est dingue, c'est que vraiment au tout début du jeu, t'es un peu perdu, genre qu'est-ce qui se passe, tu comprends pas trop où est-ce que t'es, pourquoi il y a une ellipse, pourquoi les personnages sont là, et en fait c'est au fur et à mesure, il faut vraiment s'imbriquer dans le truc complètement pour en ressortir grandi, je pense. C'est vraiment, tout est porté par une espèce de spiritisme assez fou dans le JV même aujourd'hui, que ce soit par la musique, que ce soit par l'ambiance, que ce soit par la façon dont les personnages interagissent entre eux, la façon dont en fait le jeu brise le quatrième mur à certains moments. Il y a quelque chose d'assez incroyable dans Nier, et vraiment, si vous aimez le jeu vidéo, vous devez au moins vous devez au moins essayer Nier pour comprendre à quel point c'est une œuvre assez majeure, ouais, clairement. Merci à toi, Guillaume. Et vous, Nier, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous l'aviez fait à l'époque ? Est-ce que vous l'avez recommencé ? Est-ce que vous n'avez joué qu'à Automata et il n'y a qu'Automata qui compte pour vous ? N'hésitez pas à nous le dire sur nos différents réseaux, donc notre actualité bien sûr sur Twitter, sur Discord pour discuter avec nous de tout ce que je viens de vous dire, si vous avez envie de rebondir un peu sur cette critique. Vous pouvez retrouver nos émissions passées, présentes et à venir sur Aosha via Micro Stockholm et sur YouTube. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle critique jeux vidéo. A plus. À bientôt, jouez à Nier.